Hello à tous, donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, quatrième vidéo sur les tests automatisés dans Dynamics 365 FinOps. Toujours la casquette, hein, parce que avec le confinement, les cheveux n'ont pas encore totalement bien poussé, donc je préfère la garder encore un petit peu. Donc j'ai fait un article qui m'a semblé fort utile pour vous, la communauté, parce que même moi d'expérience sur mes 10 ans d'expérience sur Dynamics 365, enfin, AX ou CRM auparavant, mais donc Dynamics, l'univers Dynamics. Mais je pense que ça peut être général sur l'ensemble des ERP et de pas mal de systèmes, c'est-à-dire comment on peut améliorer les tests. Parce que vous savez que voilà, plus on déploie, on fait du développement, etc. au fil de l'eau du projet, et souvent c'est une contrainte assez forte de faire des tests avant de livrer des éléments de développement de production, avant de faire des mises à jour, des upgrades. Voilà, donc effectivement, ça a toujours été un peu compliqué et c'est souvent, toujours, encore à date, souvent fait manuellement, ce qui du coup, comme vous l'imaginez bien, coûte de l'argent et du temps de consultants de l'équipe IT ou des key users qui peuvent du coup, pourraient du coup, si on automatise le plus possible, faire autre chose en fait, tout simplement. Donc ça tombe bien, donc là j'ai fait un article pas plus tard qu'hier en anglais. Donc là, le but aujourd'hui, comme d'habitude, c'est de faire du pas à pas avec vous en français et de vous expliquer un peu l'article, mais en mode démo. Et voilà. Premier point, voilà, notamment si vous travaillez actuellement sur Dynamics 365 Finance, Operation, donc vous êtes a priori, si c'est comme moi, en version 10. Quelque chose. Et comme vous le savez, maintenant, on est sur ce qu'on appelle sur une one version, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera une version qui va rester la 10 et qui va continuellement, et qui l'est déjà, mis à jour mensuellement, j'allais dire quotidiennement, peut-être pas quand même, mais mensuellement, ce qui est déjà pas mal pour de l'ERP. Donc, si vous voulez pratiquer des mises à jour mensuelles, sachez que de toute façon, en plus, vous êtes obligé d'en passer au moins 3 dans l'année, parce que vous pouvez en mettre en pause, mais au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire la mise à jour. Donc, ce qui sous-entend évidemment de retester tous vos process, et donc de prendre du temps tous les mois ou au moins tous les 3 mois, de refaire tous vos tests de tous vos process pour l'ensemble de vos entités. Ça va évidemment de la simple création de master data, de transactions, voilà. Alors même si les extensions de développement maintenant, donc avec cette nouvelle version, fait que normalement, en tout cas au niveau code Microsoft, vous n'êtes pas sans avoir trop d'effets de bord. Donc vous vous doutez bien qu'avant de faire l'upgrade, vous allez forcément le tester dans un environnement d'UAT. Euh, si vous voulez activer des nouvelles fonctionnalités, vous allez voir que ça peut être potentiellement faire une régression sur un autre process que vous n'avez pas imaginé. Donc vraiment, ça c'est, je vous invite fortement à essayer d'automatiser voilà, le plus de tests possible. Comme le fameux, justement, j'avais mis dans l'article, comme la fameuse citation de la Power Platform de Power Automate, donc Take care of what's important, automate the rest. Donc voilà, pour privilégier vraiment les choses plus importantes et essayer d'automatiser tout le reste. Donc c'est vrai que c'est le maître mot maintenant, d'essayer d'automatiser des choses qui, quand même, franchement, on déteste le faire manuellement. Enfin, il n'y a pas de grosse valeur ajoutée, vous voyez, c'est pas. Enfin, en fait, vous perdez votre temps. Moi, je trouve, en tout cas, avec les consultants fonctionnels, quand moi je leur livre un nouveau développement, techniquement, ou quand je leur dis, bah voilà, j'ai fait l'upgrade en version 10.0.9, vas-y, repaluche-toi tous les process et refais tous les et refais tout. Bon, c'est quand même pas très sexy comme tâche, quoi. Enfin, honnêtement. Je pense que c'est plus utile dans des consultants fonctionnels de gérer plus la partie formation, training, analyse de besoins, recueil de besoins, conception, spécification fonctionnelle, etc., que s'occuper de tester ça, quoi. Alors, juste avant de passer dans le détail, juste pour rappeler que, évidemment, on va essayer d'automatiser le plus de choses possible, mais tout ne peut pas être automatisé, loin de là. Donc, le but, c'est d'essayer d'atteindre un seuil qui est de 90-95% de tests automatisables. Après, voilà, par exemple, tout ce qui est CSRS ou rapport layout, affichage, clairement, l'outil ne le fera pas, que je vais vous montrer. Donc ça reste des choses qu'il faudra quand même tester manuellement. Donc bon,
Faut pas non plus vous dire, ça y est, tout va bien, tout est automatisé, j'ai rien à faire. Non, enfin, il y a quand même, reste quand même un peu, et il restera, je pense, toujours une petite part manuelle, donc c'est pas plus mal, hein, mais bon, au moins, le but c'est d'essayer d'en réduire le nombre de tests à faire manuellement pour justement diminuer le temps, le coût, etc. Voilà. Voilà. Moi, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo et l'article aussi en anglais, parce qu'en fait, le problème, je trouve, c'est que sur la documentation Microsoft, vous avez tout qui est un peu éparpillé partout, là pour le coup. Enfin, c'est bien documenté, mais c'est assez éparpillé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ouais, ça serait bien de faire réunir ça dans un seul et même article vidéo, pour que vous ayez une vision globale et puis vous puissiez commencer à y aller. Juste aussi avant de rentrer dans le truc, la partie data integration, donc tester par exemple des interfaces ou des reprises de données de manière récurrente. Je sais pas, vous faites un upgrade, vous voulez assurer que vos interfaces fonctionneront toujours après l'upgrade, parce que je sais pas, Microsoft a changé peut-être un peu le modèle de certaines tables ou autres. Ça clairement, il faut pas faire ce que je vais vous présenter. Voilà, vous avez un truc qui s'appelle le DIXF, je sais pas si vous le connaissez, hein, qui était déjà Next 2012. Et dans le Data Management Framework de Finance Operation, vous avez quelque chose qui s'appelle le Data Task Automation Framework, donc qui permet de tester un peu des process d'intégration. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil hein, sur l'article, vous avez un lien qui vous explique comment vous voulez automatiser ça, mais pour l'automatisation de ce que je vais vous présenter, ça ne parle pas des parties d'automatisation de reprise de données, migration de données, d'interfaçage. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a du coup dans la palette de features de Microsoft pour gérer vos tests automatiquement? Vous avez 3 frameworks, outils. Alors, il y en a 2 qui sont très techniques. C'est les 2 premiers qui sont là, hein, SysTest Framework et ATL Framework. Donc ça, je vais vous présenter à la fin de la vidéo, pour la partie plus développeur, pour les cas de tests unitaires, notamment par exemple, quand je vais vouloir compiler mon code chaque nuit avant de le livrer sur un environnement de test, je vais vouloir balayer un certain nombre de jeux de tests. Alors que l'outil Regression Suite Automation Tool qu'on va voir juste après, là clairement c'est un outil assez sympa, qui est assez récent, qui a peut-être un peu moins d'un an, mais qui permet vraiment même à des business users, des consultants fonctionnels de paramétrer l'outil et de lancer plein de jeux de test sans coder, quoi, sans développer. Vous allez voir, ça se fait, le setup est plutôt simple et tout se fait via les task recorders vous allez voir le maître mot des tests automatisés. Là, je vous ai redit en fait des bonnes pratiques justement sur le RSAT. Donc voilà, vous avez plein de choses. Et justement, en fait, vous avez une pyramide que je vous ai faite qui vous redonne un peu qu'est-ce qu'il faut utiliser dans quel cas. Vous voyez, quand est-ce que j'utilise ce test framework pour les développeurs, unit testing. Quand j'utilise ATL, c'est plus pour la partie vraiment globale composant, de test de composants, donc de modules au sens général. Et alors que le RSAT est vraiment pour les users, vous voyez, un dev, user. Et le ATL et le SysTest Framework, c'est vraiment du code. Alors que là, pour le coup, vous allez voir, RSAT, il n'y a pas de code. Donc, comment ça se passe, cette partie? Accrochez-vous, ou pas. Donc, premier point, tout se passe dans LCS. Donc là, je vais dans mon LCS, par exemple. Donc, vous voyez, là, j'ai plein de librairies de business process. Donc, en fait, ça, normalement, ça serait quelque chose qui a fait, en fait, un peu donc, je vais en cliquer sur un, par exemple, que j'ai fait. Ça va faire vraiment normalement avant le go live d'un projet. C'est-à-dire qu'en fait, tous vos consultants fonctionnels vont répertorier l'ensemble des business process, hein, l'ensemble des flux, des process que vous allez opérer dans le RP. Donc c'est vraiment une description purement fonctionnelle, high level, hein, très haut niveau, où vous allez dire, ben voilà, moi j'ai un process de vente, d'abord je fais ça, après l'utilisateur fait ça, après il fait ça, etc. Donc vraiment vous décrivez pas à pas l'ensemble de vos process. Ce qui normalement aussi va vous donner une idée un peu des user training, hein, des formations, et ainsi que les documents de formation qui sont à prévoir. Puisque évidemment sur chaque process, vous allez normalement attacher un petit doc de formation qui va avec. Et pourquoi je parle de BPM? Donc pour info, vous allez dans LCS et ça se trouve ici, un Business Process Modeler. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, après, c'est super important les BPM, parce que sur chacun des process, vous allez justement attacher ici avec Upload un DATES.tr, donc qui est le trace, le fichier de DATES de Tax Recorder, donc l'enregistrement que vous allez faire qui, justement, dans FinOps, de comment vous faites votre flux. Hein. Donc là, vous voyez, sur ce client, on a un sales process pour les filiales,
un flux de vente pour les filiales. Donc on a fait le task recorder, donc après je vais vous montrer le task recorder, après on va dans FinOps et on active ce petit bouton magique et ça va tracer tout ce qu'on fait comme action dans FinOps. Et c'est ce fichier qu'il faudra uploader ici dans le Business Process Modeler de LCS. Donc clairement, vous voyez, c'est pour ça que quand je fais des formations de LCS, je dis que le LCS n'est pas que pour les techos, c'est aussi un truc très bien pour les fonctionnels et les project managers. Voilà, pour décrire ce qui est bien. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans le détail du BPM, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais sachez évidemment qu'ici on peut attacher justement les documents de formation, ainsi que des diagrammes. Donc si je vais dans diagramme, après je peux avoir un petit visio pour dire comment ça se passe. Vous voyez ici, je vais dans sales order, je fais mon picking list, je fais mon packing slip et après je facture. Ce qui est bien, c'est qu'après, justement, quand j'ai déjà attaché mon task recorder, je peux aussi du coup avoir la propriété du flux, qui est en fait justement, vous allez voir et je peux même attacher une petite vidéo de formation si je veux. Donc vraiment, le BPM c'est super central et normalement, comme je disais, ça va faire lors de la conception, en phase d'analyse du projet. C'est aussi à ce moment-là que vous allez peut-être avoir des requirements parce que vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, pour ce process-là, le standard ne va pas aller, donc je peux créer justement des requirements dans VSTS, dans Azure DevOps pour que les développeurs fassent des customisations, etc. Donc, comment ça se passe après au niveau donc, du task recorder, qui est la prochaine étape. Donc, une fois que vous avez tous vos BPM bien décrits, bien propres, là, il faut aller enregistrer comment vous faites votre flux. Donc moi, je vais aller sur l'environnement, donc c'est très simple. Vous allez sur le petit bois, je sais pas, roue, ancré de settings, et vous avez le task recorder. Vous cochez ça. Pendant que j'y suis aussi sur le task recorder, avant que ça charge, sachez, et ça c'est bien, sur Google Chrome, vous avez une extension qui s'appelle, alors le plus simple c'est de la googliser, en fait c'est ça, voilà. En fait, il y a une petite extension Google Chrome pour le task recorder, vous l'installez sur votre Google Chrome et ça va vous permettre d'avoir une option supplémentaire que vous n'avez pas en standard, qui va être de prendre des screenshots à chaque étape. Donc c'est pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait les task recorders, ça peut être justement une bonne étape pour à la fois à la conception de votre projet d'implémentation. Chez des clients comme moi j'ai eu, ça peut être fait aussi après la prod, après la mise en prod, mais le mieux c'est de le faire avant. C'est qu'en fait, en même temps que vous allez faire vos docs de formation, via le task recorder, vous allez en même temps enregistrer vos screenshots, votre Word avec l'ensemble des screenshots. Après, évidemment, il faudra blablater pour dire pourquoi on fait ça. Mais en plus, vous allez donc avoir le fichier de trace pour après, qui sera utile pour les développeurs, pour les tests automatisés et tout. Donc vraiment, le task recorder, c'est super important. Il faut le faire dès le début du projet et vous allez gagner un temps fou après pour plein de choses. En fait, vraiment, le task recorder, ça sert à plein de choses. C'est à la fois les données de formation, à la fois le RSAT, l'outil de Regression Suite Automation Tool, vous allez voir, et puis même pour les développeurs, pour après, via, comme je disais, SysTest Framework, pour en fait, les développeurs techniques vont aussi pouvoir rajouter des classes de tests de SysTest Framework via les task recorders. Donc vous voyez, c'est central à tout, quoi. Donc je crée un record, je l'appelle Toto, sympa. Évidemment, vous voyez, donc ça c'est l'option que je n'ai pas en standard, sans la fameuse extension que je vous ai parlé. Donc si vous ne l'avez pas installé, vous ne l'aurez pas, donc je vous invite fortement à la télécharger pour avoir cette option-là. Vous faites Start, et puis après, vous allez avoir en fait le task recorder qui va s'ouvrir à droite. L'environnement me paraît un peu lent là. Ouais, désolé, c'est un peu lent, la connexion est toujours pas top en confinement, mais donc là, vous voyez, donc je sais pas, moi je vais dans les quotations, un devis, vous allez voir, en fait, il va m'enregistrer pas à pas les trucs, et puis voilà. Waouh, c'est pas rapide. Je vais peut-être aller plutôt sur un autre environnement, parce que là, c'est vrai que c'est pas top. Hop, désolé. J'espère que ça ira mieux sur celui-là. Alors, task recorder. Ouais, ça a l'air un peu plus rapide quand même. Toto. Ouais, Toto.
cool. Donc, ouais. Hop, donc comme je disais, quotation. Come on. Toujours besoin de faire des claquettes. Voilà, donc vous voyez, je vais cliquer sur là. Et à chaque étape de ce que je vais faire, ça va m'enregistrer les éléments. Alors, je vais vous montrer des petites choses sympas aussi dans Task Recorder que les gens ne connaissent pas trop à la base. En fait, quand je clique, donc là, oui, ils m'ont enregistré toutes les étapes, hein, donc tout ce que je fais est enregistré en fait, tout simplement. En fait, je peux en même temps, et ça sera important pour l'outil de régression, je vais pouvoir sur chacun des champs. Par exemple, si je sais pas, moi, dès que je crée une quotation, un devis comme ici, je sais pas, moi j'ai fait un spécifique qui calcule un champ, qui modifie, j'ai fait une règle de gestion qui modifie des champs, etc. Voilà. Ou bien je veux bien vérifier que en fonction des certaines valeurs que j'ai remplies, vous voyez, même quand je clique sur Collapse ou Expand, il me l'enregistre. Bon, ça c'est pour l'automate plus tard, mais je pense que ça sert un peu à rien. Mais par exemple, je sais pas, le price discount, je vais vérifier que celui-là il est comme ça. Je fais Task Recorder et là vous avez, j'ai Validate, Current Value. Vous voyez, pouf. Voilà, donc là par exemple, justement pour que l'automate vérifie que après créer un devis, il faut que le total discount soit à 0%. En fait, ça, c'est super important, c'est que quand vous faites votre Task Recorder, tout ce que vous faites vraiment, même visuellement, vous-même, quand vous faites vos tests à la main, faut définir comme, faut le définir comme, je vais enlever ça parce que sinon on va m'embêter. Faut le définir comme un test, comme étant un test qui va s'opérer via l'automate. Donc il faut lui dire, ok, bah quand tu vas créer le devis, il faut que tu vérifies ce champ. Donc ça, c'est important, il faut bien penser à le faire pour que l'automate puisse le tester, bien sûr. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, important aussi, vous allez voir sur le Task Recorder plus tard, je peux dire ça, copie. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'en fait, plus tard, pour d'autres flux, d'autres Task Recorder que vous allez faire, parce qu'en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle des tests dérivés. C'est-à-dire, je sais pas, moi par exemple, j'ai eu le cas, on va avoir plein de flux de TNL, de trade and logistique, création de commandes, procure to cash, enfin voilà, choses un peu front office, quoi, et des trucs plutôt back office, c'est-à-dire des trucs plutôt comptables, finance, donc des transactions comptables. Et donc, vous allez vouloir, hop, tout simplement enregistrer ces éléments et donc pouvoir les réutiliser dans d'autres flux plus tard. Donc, ça c'est cool. Donc il faut bien penser, voilà. Si vous dites, ok, j'écris une commande, un devis, pardon, j'écris un devis, le sales unit c'est un élément de valeur de référence que je veux après pour mes task recorders côté finance soit aussi checké, et qu'il y ait une référence, qu'il y ait un lien entre. Donc ça permet vraiment de lier les task recorders entre eux, quoi. Voilà, la bonne pratique c'est d'éviter d'avoir un task recorder avec 150 000 étapes. Il faut essayer de séparer les choses un peu de manière séparée. Pouf. Tac. Voilà. Pouf, désolé, je fais une petite configuration. Voilà. Donc, que dire sinon sur le Task Recorder? Bon, c'est déjà à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Donc, évidemment, quand vous avez terminé, vous faites stop. Donc, ça va. Et puis, bien sûr, vous le sauvegardez sur votre ordinateur. Et après, bien sûr, vous le mettez dans un repository, un SharePoint ou autre, et puis comme ça, vous le stockez quelque part. Et voilà. Donc une fois que vous l'avez fait, justement, ce Task Recorder, comme moi, vous allez ici sur votre BPM et vous allez attacher votre trace ici. Et après, une fois que la trace est affectée, qui est uploadée, vous faites ici Sync. Donc moi, je l'ai déjà activé pour celui-là, mais si c'est un nouveau BPM, il faut bien penser à cocher ça. Et en fait, ça vous permet de retrouver, côté VSTS, donc Azure DevOps, ça vous permet de retrouver tous vos cas de tests automatiques qui vont être créés et ils vont attacher en fait le trace parseur. Voilà. Ok. Que côté VSTS, en fait, vous avez une partie qui s'appelle Test Plan ici, où du coup vous allez pouvoir vous créer des nouveaux. Et en fait, vous allez attacher sur chacune de vos plans de test l'ensemble des. Ici dans Define, vous allez attacher voilà, Add Existing Test Case. Et en fait, tous les test cases que vous avez créés dans LCS vont être
avoir un tag comme celui-là, SCS test case. Et donc vous allez par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un plan de test? C'est que finalement vous allez peut-être avoir un plan de test pour les rollouts de production qui est différent de ceux de l'upgrade. Voilà, vous pouvez gérer plusieurs plans de test. Donc c'est un regroupement de plans de test case, tout simplement, de cas de test. Voilà. Ou vous pouvez faire un test plan qui regroupe en fait certains BPM plutôt que d'autres. Je sais pas, vous faites un plan de test uniquement TNL, un plan de test uniquement finance. Enfin, oui, vous pouvez imaginer plein de plans de test différents. Et du coup, ça va être une agrégation des test cases que vous avez record avec le task recorder. Donc voilà, ça se présente comme ça d'un côté VSTS, Azure DevOps. Que dire d'autre? On ira un peu plus loin dans la partie Azure DevOps une fois que j'aurai généré l'outil de Regression Suite Automation Tool. Mais donc, comment ça se passe? Donc, le Regression Suite Automation Tool, que dire dessus? Donc déjà, évidemment, il se télécharge sur Internet. C'est vrai qu'avant, je vais me permettre quand même, excusez-moi, quand même, avant de passer sur l'outil en lui-même, je vais vous montrer comment ça s'est synchronisé, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oui, parce que par contre, il faut que j'aille dans Define, c'est mieux. En fait, oui, pardon, excusez-moi, mais ici sur un plan de test, vous avez le define, qui est le regroupement de tous vos cas de test. Vous avez le execute pour voir comment ça s'est passé, les dernières exécutions, et vous pouvez même mettre des petites chartes. Voilà. Et donc là, si je prends celui qui vient de m'être créé là, vous voyez, je retrouve tout simplement dans le cas de test l'ensemble du flux du task recorder. Il va être tagué après comme étant RSAT, et dedans, vous voyez, il y a en pièce jointe directement dans VSTS, il y a le fameux recording qui est le task recorder. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant on va passer à l'outil de Regression Suite Automation Tool, RSAT. J'aurais dû trouver un truc plus simple, un trigramme plus simple à dire, mais bon. Donc, il s'installe comment? Bah, c'est simple, il faut le télécharger. Donc ça va quand même, hein. Vous allez sur Google, vous le downloadez ici, vous l'installez. Donc, alors, où c'est que je vais l'installer? Ça, c'est une bonne question que j'ai eue. Parce qu'en fait, c'est un outil du coup qui va être installé en local sur vos machines. Et la bonne pratique serait peut-être quand même de l'installer sur un serveur physique de votre réseau, de votre entreprise, parce que c'est-à-dire que sinon chacun va pouvoir s'installer sur son PC, c'est-à-dire que sur chaque poste vous allez devoir le configurer, l'outil. C'est quand même bon, un peu compliqué. Donc le but ce serait peut-être de le mettre sur un serveur central de l'entreprise, une VM qui a Windows, enfin Windows 10 ou Windows Server, vous l'installez dessus. Il faut bien qu'il y ait un Excel par contre qui soit installé aussi dessus, sur cette machine. Parce que vous allez voir, Excel est assez utile et obligatoire même avec cet outil. Et que dire d'autre? Voilà, en fait, par exemple, je sais pas, moi, vous avez votre upgrade à tester, tous vos process à tester parce que vous avez upgradé une machine de test. Vous vous mettez sur un serveur physique, vous le lancez ici, ça tourne la nuit, ça va faire tous vos tests, parce que ça prend du temps, quoi. Donc ça veut dire que si vous le mettez sur votre machine locale, comme moi j'ai fait, mais bon, c'est pour tester, ça veut dire que je sais pas, si j'avais 50 BPM à tester avec 250 task recorders, ça va prendre un peu de temps. Et donc ça veut dire qu'il fallait laisser allumer votre PC avec le task recorder pour qu'il fasse tous les tests. Alors que voilà, si vous l'installez sur une machine centrale de l'entreprise, bah, vous êtes tranquille là-dessus, vous le lancez avant de partir le soir, le lendemain matin, tous vos tests sont faits, et puis voilà. Donc une fois qu'il est installé, vous arrivez ici. Vous avez pas mal de setup à faire. Donc ça, je l'ai décrit dans l'article. Donc ça se fait ici, hein, voilà. Donc ça se fait ici, vous faites tout le setup. Et après, vous êtes tranquille. Donc là, je vous invite à relire l'article que j'ai fait pour voir comment le configurer, hein, l'outil. Et une fois qu'il est configuré, vous faites load test plan. Et donc là, vous allez voir, the action will load. Voilà. Là, en fait, il m'a détecté, parce que la dernière fois que j'avais utilisé, j'avais que 2 cas de test. Là, on vient de m'en faire un troisième. Là, justement, aujourd'hui, il y a un fonctionnaire qui m'a fait un petit cas de test d'un flux. Je l'ai rajouté le task recorder qui m'a envoyé au BPM que j'ai appelé test automation RSAT. Et ça m'a créé automatiquement, comme je vous ai montré, le cas de test qui était celui-là, qui n'existait pas aujourd'hui. Et donc là, il va me télécharger en fait celui-là, le nouveau. Parce qu'en fait, pour celui-là, par exemple, vous voyez, j'ai pas encore eu de parameter file. Donc je vais faire après, une fois qu'il m'a chargé mon plan de test, je vais faire test execution and parameter file.
Donc là, il est en train de me télécharger tout. Hop, vous voyez, pouf, et j'ai un nouveau fichier Excel qui vient de... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc si j'ouvre Excel, vous allez voir plein de choses. En fait, ça c'est un élément central, c'est qu'en fait, le RSAT, lui, vous allez lui dire après tout ce que vous avez besoin comme paramètres d'entrée et de sortie. Vous voyez, là, je peux lui définir sur quel compte va être utilisé. Sur quel legal entity, quel compte va être utilisé. Ensuite, est-ce que vous attendez un certain type de message de validation? Ensuite, sur chacun des éléments, en fait, tous les paramètres, en fait, à chaque étape du task recorder, il a aussi enregistré le task recorder finalement, quel type de données ont été saisies au moment où la personne m'a fait le task recorder. Et là, vous voyez, il m'a même mis sympa, il m'a mis déjà des éléments qui doivent être validés aussi. Vous voyez, là, il m'a dit au niveau des lignes, il faut s'attendre à avoir 2 et 3 comme quantité. Voilà, au niveau de la 16. Donc voilà, évidemment, je peux le modifier, hein, bien sûr. Ça, c'est celui de base du task recorder qui m'a été généré, mais ce fichier, je peux très bien le changer hein, et le modifier à souhait. Voilà. Parce qu'en fait, il faut voir, le task recorder, c'est un peu le truc central. Mais après, vous pouvez même faire ce qu'on appelle je vous ai parlé des cas de tests dérivés. Donc, quand j'ai par exemple des cas de tests qui dérivent du cas de test de TNL pour les cas de finance. Et je peux aussi faire ce qu'on appelle des tests en chaîne, les chain test case, notamment pour éventuellement avoir, par exemple là, il m'a fait un exemple d'un flux de process 16 pour une filiale, avec un exemple de données précis. Et moi, je peux en fait en demander à ce qu'il m'en génère pour d'autres legal entities. Donc là, en fait, je vais faire ce qu'on appelle du multi-test case automatique qui va me tester en fait le même process mais pour plein de données différentes. Juste pour m'assurer que, ça c'est super important, c'est que, parce que souvent on fait des tests à la main et puis on va se dire, ok, bah, je vais remplir ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et hop, je valide, ah ça marchait. Par contre, si j'avais saisi des données d'une autre manière, peut-être que mon process 16 ne fonctionnerait plus. Ou bien, je pour une raison obscure, si vous avez fait normalement un peu de corps modèle, vous avez si possible des process qui se ressemblent selon les legal entities, mais peut-être que du coup le 16 process, vous avez fait un développement spécifique pour une legal entity, une localisation par exemple, pour une legal entity, et vous voulez vous assurer que malgré que mon 16 process marche pour une legal entity, je vais la tester sur une autre legal entity. Voilà. Donc ça c'est super important, et vous pouvez le faire avec l'outil de régression. Bon bah du coup celui-là je l'enregistre hein, tout simplement. Ce qui me semble que je fais. Vous voyez, ici, je peux définir quand c'est un cas de test dérivé par rapport à un autre. Et je peux faire des cas de test dérivés, voilà. Avec plusieurs types de paramètres file. Donc, on est pas mal. Donc, normalement, si je fais run, c'est censé fonctionner. Normalement. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il me l'a lancé. Ah non, ça ne marche pas encore. J'ai un problème de settings. Je vais voir si l'environnement est bien démarré, mais je pense que oui. Hop. Ah oui, mince, pardon. Mes excuses, j'ai oublié de leur configurer. Ouais, alors ça va me prendre un tout petit peu de temps, désolé. Bon, remarque, ça me permet de montrer en fait comment ça se configure. Bon, ça, c'est pas très compliqué, hein, la partie DevOps, rien de complexe. Par contre, cette partie-là est un peu plus compliquée. En soi, en fait, il faut aller sur l'environnement, vous allez vouloir lancer vos tests. Là, moi, chez moi, c'est un environnement de développement. Hop. Oups, pardon. Voilà, on y est. Alors, en fait, il y a des infos à récupérer dans le web config. Hein, comme je disais, je l'ai remis dans l'article, donc ça devrait aller. Hop là, hop, tac, on est bon. Désolé, hein, live. Alors là, par contre, justement, paf, paf, paf. Faut surtout pas mettre le HTTPS devant. Hein. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans l'article, mais
hop. Ensuite, ici, là, voilà. Pouf, pouf, pouf. Voilà, hop. Alors, et ça, cette clé-là, super important. Ça, du coup, je pense qu'on est bon. Cette clé-là, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut la mettre dans ce fichier-là, WIF. Et là, vous avez ici, ah bah, apparemment, je l'ai déjà mise, donc ça devrait être bon. Donc, c'est une clé liée au certificat de sécurité. Donc, voilà. Donc là, normalement, c'est bien le même. Hein, par contre, j'ai pas vérifié. Dès quelque chose. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. On va essayer de le relancer. Oh mince, je me suis trompé. Bon, j'ai lancé l'autre flux. Bon, c'est pas grave. Je lancerai l'autre après. Hop. Ah, ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous montre là, vous voyez, hop, il est en train de me lancer l'agent automatiquement. Donc, déjà, j'utilise une technologie qui s'appelle Selenium, qui est un driver qui s'installe sur Google Chrome. Et vous allez voir, il va me dérouler tout le flux. Bon, là, je relancerai celui du sales après, parce que là, j'ai lancé un que j'avais fait aussi hein, pour tester, d'ailleurs, qui est lié à celui de l'article où je crée juste un fiche client. Bon. Oui, d'ailleurs, en passant, les tests, ça peut très bien aussi des tests de création de master data, hein, tout simplement aussi. Autre, voilà, parce qu'évidemment, vos tests, ça va être aussi des tests de flux de transactions, mais voilà. Donc, l'agent, vous voyez, l'agent, bon, il prend un peu de temps, donc c'est pour ça que je disais plutôt à faire voilà, le stocker sur une machine virtuelle et vous l'exécutez le soir, et voilà. Évidemment, le but, ça serait aussi peut-être, bon, là, je fais les tests sur un environnement de dev, de développement, mais le but, ça serait bien sûr de le mettre sur un environnement d'UAT, de test, voilà, avec des données de production à jour. Voyons, l'environnement est vraiment pas rapide, ça prend un peu de temps. Touk touk touk. J'aimerais bien vous montrer quand même comment ça s'opère un peu. Ah, ça y est, il est en train de se lancer. Ah voilà, test en cours d'initialisation. Alors pendant que ça se lance, remarque, je peux vous montrer. Ah, il suffisait d'en parler. J'avais l'impression qu'il était en train de se lancer, non? Ou pas? Ouais, donc, bon, je vais le laisser faire. Hein. Juste pour montrer justement, en fait, par exemple, je vais vous montrer un cas où justement j'ai fait exprès que le test il plante, pour vous montrer voilà que après qu'il est planté, vous allez voir dans le flux RSCT, donc après qu'il ait exécuté tous les tests, vous allez pouvoir uploader les résultats directement les synchroniser dans RSAT. Ce qui fait que par exemple pour un project manager ou d'autres personnes, ou même les techniques, les développeurs, eux ils ont peut-être pas besoin d'aller dans l'outil RSAT, ils vont direct dans le DevOps, Azure DevOps, le STS, et ils vont voir tout de suite le résultat des 4 tests qui vont être plantés. Donc là dans ce cas-là, je peux cliquer sur celui qui a planté, je peux aller dans celui qui est le dernier qui a fail, et si je vais dedans, en fait j'ai carrément l'error message exact du pourquoi il a planté, etc. Et le développeur il a accès au log. Donc il peut après analyser de manière plus simple. On peut automatiquement lui créer un petit bug aussi, lié à ce test case qui a planté. Donc là on peut vraiment faire les tests continus, les raisons continues, ouais. Donc ça c'est assez sympa. Ah, il est toujours en train de charger. Voyons. Pas être pressé. Bon, je vous rassure, je crois que ouais, là l'environnement de développement est vraiment pas du tout une machine que j'ai là qui est vraiment pas top, donc c'est pour ça que le cas de test est quand même très lent à lancer. Mais bon, normalement sur un environnement d'UAT ou de test un peu plus performant, c'est un peu plus rapide.
Voilà, donc là, je vais le laisser finir. En attendant qu'il se lance correctement, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tac, tac, tac. C'est vrai que sur l'ensemble des tests run, alors là, en fait, le project manager, il est aussi dans VSTS, Azure DevOps, il a carrément un rapport, tout simplement, un dashboard pour voir comment ça se passe au fil du temps. Et au niveau des runs, il me semble, voilà, là, je peux voir tout ce qui, tiens, vous voyez, il y en a un qui est en progress, donc ça, c'est le mien. Et en fait, pour ceux qui ont été complétés, on retrouve des dashboards, voilà, sur les tests résults. Donc, je peux voir tout de suite ce qui se passe, voilà. Et ce qui est bien sur le test, quand il pète une erreur, en fait, il vous met vraiment à quelle étape il a pété l'erreur exactement, en plus du fichier de log. Donc, ça permet vraiment, par rapport au test recorder que vous avez fait, vous savez exactement où est intervenue l'erreur, quoi. Et puis même pour le développeur, après, lui va pouvoir se réattacher le record, les traces, la trace. En plus du fichier de log d'erreur, il aura aussi une trace qui va lui permettre de reproduire exactement quelles données avaient été saisies par l'automate et à quelle étape il a planté. Et voilà, donc il va vraiment de manière reproduire. Parce que souvent, les développeurs, c'est toujours ah, j'arrive pas à reproduire, j'arrive pas à reproduire. Donc, je sais pas si vous font ça souvent, vous, mais moi, je le dis jamais, évidemment. Voilà, voilà. Alors, pour la partie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il la continue? Oh, il est toujours en train. Et... Ah, la vache, pas rapide. Hein. En attendant, donc pour les développeurs, là ça va être un peu plus technique, hein, mais le but c'est aussi pour les techniques de représenter comment ça se passe au niveau du T6 Test Framework notamment. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple, vous avez un truc qui est dans Dynamics 365, vous avez un add-in qui s'appelle Import as Recording. Vous l'importez et après vous allez pouvoir, en fait ça va vous générer tout le code nécessaire. Et après, je vais vous montrer comment on l'inclut dans un build de pipeline, donc une compilation de code. Même sur en même temps, sur l'environnement de développement qui lui-même est utilisé par par l'agent de test. C'est peut-être pas une bonne idée, mon affaire. Ouais, il n'y a pas assez de mémoire sur ces serveurs, c'est affreux. Pouf. Ah, bah, quand même. Alors, browse. Donc là, vous allez chercher finalement le fichier de task recorder que votre fonctionnel vous a envoyé. Je vais essayer d'en récupérer un. Hop. Bon, par exemple, celui-là. Voilà. Vous pouvez créer un nouveau projet. Vous allez définir sur quel modèle, pardon, il s'applique ce test. Donc, moi, je suis trouvé le mien. Pourquoi c'est pas trié par alphabétique? Incroyable. Ok, sur quelle compagnie ça va s'exécuter et vous faites import. Et normalement, il est censé me créer une petite classe automatiquement, qui est le System Framework, avec tout le code en fait qui va reprendre en fait la même chose que ferait l'outil RSAT, hein, donc de générer. Évidemment, vous pouvez construire vous-même vos propres classes, il n'y a aucun souci. Donc pareil dans l'article, je vous ai mis la documentation de Microsoft qui est plutôt bien faite, ainsi que l'ATL, hein, si vous voulez utiliser de l'ATL aussi. Donc okay, Acceptance Test Library, qui est aussi un framework de conception de tests, de cas unitaires de tests de code. Voilà. Donc ça c'est vraiment à faire, notamment juste peut-être. Moi je verrais vraiment l'outil RSAT pour tester l'ensemble de vos flux standard et custom au global. Alors que là, le System Framework et l'ATL pour les développeurs, c'est vraiment dans le cas où de tester des méthodes custom, des fonctions custom. Vous allez vouloir tester et vous assurer que votre code fonctionne bien, quoi. Voyons.
Ah bah je crois que mon test. Ah non, le test avait planté. Ah bah tiens. Server sent no error data, this means that the server has crashed. Ah bah pas mal. Bon, remarque, c'est pas plus mal, ça normalement du coup, vous voyez, une fois que mon test a fini. Donc imaginons que c'était un autre type d'erreur, mais je fais upload all modified, et là en fait ça va me synchroniser les résultats dans Azure DevOps. Donc là, si je retourne ici, sur mon cas de test, vous voyez, hop, fail just now. Oh cool. Et donc là, développeur, imaginez, je suis le développeur, pouf pouf pouf. Ah bah voilà, je retrouve exactement euh, l'erreur, quoi. C'est-à-dire que là, il a même pas réussi à ouvrir la liste des customers. C'était mon cas de test où j'essayais de créer un client. La première étape, c'était, bah, je vais dans la fiche enfin, le all customer, et je fais new, et voilà. Après, je crée mon client. Mais là, il a carrément planté dès le début. Donc là, bah, pouf, je me crée un bug et c'est parti. Bon, là, c'est juste que l'environnement était ultra lent et qu'il a complètement pété dans les choux, mais bon. Donc ça, bah, c'est bien, ça vous montre un cas où quand ça se passe mal, vous voyez exactement à quoi servent les tests, quoi. Parce qu'évidemment, quand ça se passe bien, comme j'ai eu le cas ici, bon, que bah, c'est passe et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, voilà. Ça permet de voir ceux aussi que vous n'avez pas encore exécutés, du coup. Et donc là, le rapport, il doit se mettre à jour régulièrement en fonction de ça, par priorité, etc. Donc après, vous profitez de votre Azure DevOps. Vous pouvez taguer des priorités sur certains tests, etc. Mettre des catégories, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il a réussi au niveau code, comme l'environnement. Ouais. Je pense que comme dans le même environnement, je lançais mon RSAT et en même temps, j'essayais de vous montrer le 6 test framework. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas trop aimé. Euh, J'essaierai de le relancer après, peut-être. Je veux dire, je sais même pas si l'environnement. Donc bon, je regarderai après si l'environnement il est toujours opérationnel, mais vous voyez, là il m'a créé tout simplement, donc ça c'est pour les développeurs, une classe de test qui devrait réussir à m'ouvrir normalement. Waouh, ouais, là l'environnement, il est en train de charger. Pouf. Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant qu'il charge? Ah voilà, et désolé, hein. Ok, donc là vous voyez ma clé pour les développeurs, il m'a créé automatiquement ma classe en fonction du task recorder que j'ai apporté avant, avec tout le cas de test. Juste pendant que j'y pense, parce que je l'avais oublié avant, mais sachez qu'il est important pour que le test puisse fonctionner, d'updater votre modèle paramètre, et puis vous devez absolument. De toute façon, si vous allez compiler, si vous n'avez pas fait ce que je vais montrer, ça ne marchera pas. Mais il faut bien prendre tous les. Enfin, oui, là je vais pas. Il faut bien prendre tous les formes adaptators. En fait, tous les modèles que vous avez pris, mais vous prenez bien le form adaptator. Parce que vous voyez ici, à gauche, il utilise la classe, des classes form adaptator. Donc, si vous ne l'avez pas inclus dans votre modèle, bah, ça ne va pas marcher. Ainsi que le test essential. Voilà, qui est le modèle standard global pour faire vos tests, 4 tests unitaires. Donc ça, il faut bien le prendre. Et en fait, ce qui est cool, c'est que bah, après, on va bien sûr le compiler puis l'utiliser dans les build pipelines, hein, dans les compilations de code quotidiennes que vous pouvez faire dans Azure DevOps. Mais même avant, alors là, comme je ne l'ai pas compilé, ouais, donc bon, quand vous avez compilé votre cas de test, normalement, il apparaît là, vous pouvez le lancer aussi manuellement sur votre environnement de développement. Donc ça permet par exemple, avant de committer votre code, d'être un peu plus serein et vous dire, ok, déjà, sur mon environnement de développement, vous assurez que bah, votre cas de test passe bien, quoi. Et après, si ça passe bien, ok, bah, je pousse mon code dans le contrôle de version. Et puis, normalement, il n'y a pas de raison, mais dans le build pipeline, vous pouvez encore réexécuter ce même test pour être sûr. Ça fait double check sur deux environnements séparés, sur l'environnement de dev et l'environnement de build. Et voilà. Quoi dire d'autre? Bah, c'est déjà pas mal quand même sur ça. Donc justement, une fois que je l'ai enfin que j'ai ajouté en contrôle version, cette classe de test,
Donc vous pouvez vous faire un projet tout simplement global où vous avez toutes vos classes de tests. Et après, dans Azure DevOps, pour demander à ce que des cas de test soient faits à chaque fois que vous compilez votre code, donc vous voyez, moi chez ce client, j'ai une build de pipeline. Et ici, dans cette build pipeline, vous avez la capacité à la fin de demander de faire ces trois étapes-là qui sont les tests, l'exécution des tests tout simplement. Donc d'abord, vous avez votre test setup, l'execute test et le test end. Donc à la fin, en fait, après avoir fait votre build, votre database sync, votre deploy report CSRS, etc., après avoir généré les packages, avant vraiment d'aller plus loin et de mettre à dispo les packages dans une release pipeline pour après les déployer dans les environnements de test, vous pouvez tout simplement demander à exécuter tous vos tests. Et là, vous allez lui dire tout simplement, ici dans le variable, sur quoi s'appliquent vos tests. Donc voilà, parce qu'en fait, je ne vais pas montrer, mais sur chacun des tests, en haut ici, vous pouvez rajouter un attribut qui s'appelle sys-test catégorie. Donc tous vos tests, vous pouvez les catégoriser ici. Vous pouvez dire, OK, bah, j'exécute que certains types de tests. Et bien sûr, il faut dire dans quoi va être repris vos tests, dans quoi elle va être compilée. Donc moi, par exemple, mon modèle s'appelle IMP Solution. Donc l'assembly des tests qui va répertorier toutes vos classes de tests va être dans IMP Solution.dll. Voilà. Ça, c'est pour s'assurer que, bah, évidemment, quand la BIP pipeline puisse bien retrouver tous vos classes de tests. Sinon, il ne va pas en trouver et ça ne va pas marcher. Évidemment, vous pouvez très bien dire, bah, tu peux quand même continuer si les tests passent pas ou pas, justement. Voilà, vous pouvez définir chez votre client, bah, voilà, si un seul des tests ne passe pas, ou selon certains types de catégories de tests, vous voulez que ça passe ou pas. Enfin, voilà, vous pouvez définir plein de choses comme ça. Voilà, voilà. Et bien sûr, par exemple, pour aller encore un peu plus loin, moi là j'avais fait, vous voyez ici, j'avais fait un pour automate un flux qui, dès qu'il y a une compilation qui pète, je pousse des messages de document dans Teams pour des utilisateurs, pour les informer. Et je pourrais très bien faire aussi un système où tous les jours j'envoie un petit mail automatiquement. Donc en fait, Azure DevOps a une API que vous pouvez appeler de l'extérieur. Et Azure DevOps, je peux même l'appeler justement de l'extérieur avec pour automate pour par exemple tous les jours l'appeler, demander à avoir le résultat de test et pousser les résultats de test par mail. Donc comme ça tous les jours, si vous avez automatisé tous vos tests, vous pouvez envoyer un petit mail automatiquement avec ça c'est sympa à faire quand même pour avoir les résultats de test quoi. Voilà, voilà. Et c'est d'ailleurs avec pour Automate que je ferai le système où dès qu'un test case passe sa faille, je crée automatiquement un work item, un bug dans VSTS. Ça, je pourrais le faire aussi avec ce système-là. Enfin, pour Automate, vraiment, on peut automatiser plein de choses, donc comme d'habitude. C'est que, en fait, j'essaie à chaque fois dans toutes mes vidéos de vous montrer l'intérêt pour Automate, comme ça vous voyez que en fait, ça s'applique dans plein de cas, quasiment tous les cas, quoi. Voilà. En attendant, je vais juste voir si mon environnement est revenu un peu à la vie, mais je ne pense pas. Pouf, pouf, pouf. Non. Peut-être que je vais. Il n'y a plus trop de mémoire, donc je vais faire un truc un peu violent. Je vais redémarrer plusieurs trucs et puis essayer de le relancer. Mais alors, SQL. Microsoft, non. SQL, c'est mieux, c'est là. Restart. Ça va libérer un peu de mémoire, puis je vais essayer de réexécuter un cas de test quand même. Ça serait cool. Bon, même ça, il a du mal. Voyons. Ah, merci. Ouais, même 2IS, il est quand même assez élevé, mais c'est ça qui fait tourner la OS. Ouais, je peux peut-être essayer comme ça déjà, au moins, peut-être. Déjà voir si l'environnement répond. N'importe quoi. Alors, est-ce qu'il répond à l'environnement? Start new session. Ouais, il a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'il répond un peu quand même rapidement? Ou pas?
Ouais, c'est pas fameux. Hmm. Bon, on va essayer, mais c'est vrai que s'il est aussi lent. Allez, je vais essayer de faire tourner celui-là que j'avais pas fait tourner tout à l'heure. Normalement, hop, voilà, là, il est en train de me le lancer. Ça m'a l'air un peu plus rapide quand même que tout à l'heure. Alors, de quoi je peux éventuellement vous parler pendant que ça se lance? Ah non, là, il a l'air un peu. Ah oui, là, c'est mieux. Ah oui. Ouh là là, tu vas trop vite. Ah bah, je pense qu'il a carrément pété aussi, oh. Décidément. Parce que, ouais, alors là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, c'est bien, j'ai plein de tests qui plantent. Cannot read property, flag of undefined. Ah, là, il a pas réussi à lancer le test, j'ai jamais vu cette erreur. Ok, bon bah, par contre, comme il est rapide, je peux déjà relancer celui qui marchait tout à l'heure pour créer un petit client. Allez, commande. Ah bah, c'est là qu'il va être lent. Allez, boum boum boum. Claquette, claquette. Qu'est-ce qu'il fout? Donc voilà, bon, on attend qu'il se lance. Touk, 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 touk. Alors déjà, comme là je l'avais jamais exécuté, bon, vous voyez, normalement je l'ai pas encore synchronisé, donc lui il doit être encore en note exécuté. Ah si, voilà. Ce qui est cool, c'est qu'automatiquement, là, il me l'a déjà mis comme je vous ai montré tout à l'heure, il m'a déjà mis le truc en fail. Donc pareil, je peux retrouver l'info. Donc ça, c'est vraiment cool quand même, hein. Franchement, ça va vraiment vous aider à faire plein de cas, vous voyez. Pfouf. Bon, quand il arrive à l'outil arrive à bien tourner, mais attendez, je vais peut-être le redémarrer. Alors, test, comment il s'appelle déjà? Regression Suite Automation Tool. Pouf. Là, run. Allez, l'ami. Hum, hum, hum. Bon, fail. Ah, si, pareil. Wow. Bon, désolé, hein, c'était pas la meilleure démo possible, là, mais j'espère que ça va aller mieux. Ah, vous voyez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok. Allez, allez. Please wait, oui, bah ça, effectivement, on fait que ça. Ah, donc là, vous voyez, là, il est déjà allé l'ensemble des clients. Là, vous voyez, il est en train de tester. Il est en train de tester, je pense, d'ouvrir le new, enfin, de créer un nouveau client. Voilà. Vous voyez, là, il est en train de simuler tout ce que je fais normalement à la main. Hop, Toto. Ok. Ok. Hop. Pouf. Cool, hein? Je fais rien, je vous promets, j'ai mon l'air. Voilà. Donc vraiment, nota bene, ouais, essayer de l'exécuter, ça rendra plus rapide que le mien. Mais bon, mis à part ça, tout se passe bien.
Voilà. Je pense qu'il va bientôt finir. Après, je crois que je me suis arrêté là en fait. C'était vraiment, je crée un, je crée un client et puis je pense que je vais tout de suite dans, j'avais dû faire Save and Open Sales Order, je crois. Donc j'ouvre tout de suite une commande. Mais bon. Ah, voilà. Je crois que, pouf, voilà. Vous voyez, il a fini. Donc ça c'est cool. Ready, pouf, résulte, ok, ouais, passed. Wouhou, trop cool. Voilà. Eh bien, on est pas mal. Donc évidemment, bah, bien sûr, je peux re-uploader les résultats. Et puis normalement là, si je recharge, il est censé mettre passed. Ouais, celui-là il est passé. Maintenant. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des tests automatisés. Je vérifie dans mon article si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose, mais non, moi ça me paraît bien. Donc bah, j'espère que malgré les petites lenteurs, voilà, que ça vous aura donné une bonne idée de comment utiliser le Test Automation, le Regression Suite Automation Tool, RSAT, le SysTest Framework et l'ATL pour les développeurs, pour vos tests dans Visual Studio et de les inclure dans votre Build Pipeline. Donc voilà, ça améliorera l'ensemble des process, de qualité de code, de livraison de code, que vous serez plus serein, plus confiant pour les upgrades, etc. Donc c'est comme je l'ai précisé au début de la vidéo. Donc clairement, et bon, voilà, vous voyez le setup, vous avez vu, enfin, est super rapide hein, de l'outil. Vraiment, le maître mot, c'est de faire les task recorders. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça c'est vrai, mais bon, comme je le disais, si vous l'avez fait en amont du projet parce que vous aviez défini vos process avec les BPM dans LCS, bah, ça, c'est une chose qui est faite. Par contre, c'est vrai que Task Recorder qui est à maintenir au fil de l'eau de votre projet, puisque bah, chaque fois que vous allez rajouter des développements, vous allez pouvoir peut-être modifier vos Task Recorder parce que vous allez demander à ce que vous testiez maintenant des nouveaux devs. Mais bon, en gros, c'est un coup de setup un peu long au début, le temps de tout faire la configuration de setup. Par contre, une fois que c'est fait, et après, vous allez gagner au fil de l'eau, quoi, donc, du projet. Donc voilà. Eh bien, merci à tous. Et puis, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'ajouter dans les réseaux sociaux, à vous abonner sur la chaîne. Et je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.